Bonjour et bienvenue. Alors, Paris, la ville lumière, on pense souvent la connaître par cœur, hein, avec ses icônes mondialement célèbres. Mais bon, si on grattait un peu le vernis des cartes postales, s'il existait un autre Paris, plus discret. Oui, un pari caché, quoi. Exactement, caché juste sous nos yeux ou même sous nos pieds. C'est précisément la promesse du magazine National Geographic hors série d'octobre-novembre 2025, intitulé Paris secret. On l'a décortiqué pour vous. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de vous emmener explorer un peu ces trésors cachés, ces histoires méconnues que révèle ce numéro. On va revisiter des monuments, voir la gastronomie autrement et surtout, descendre sous les pavés. Ah oui? Dans les profondeurs insoupçonnées de la capitale. Préparez-vous à regarder Paris vraiment différemment. Alors justement, ce Paris secret, c'est quoi au juste? Le magazine y montre très bien ce contraste permanent, non? L'image d'Épinal, la carte postale. Oui, Et puis une réalité, infiniment plus riche, tissée d'histoires oubliées. On pense tous à la Tour Eiffel, évidemment, mais mais c'est tellement plus. voilà. Comme le dit l'édito, Paris, c'est une accumulation de strates, un vrai livre d'histoire à ciel ouvert et souterrain. Mhm. D'ailleurs, la gargouille de Notre-Dame en couverture, prise pendant la Restauration, elle symbolise bien ça, je trouve, ce regard neuf. Tout à fait. C'est vrai que ce hors-série, il se lit un peu comme le carnet de notes d'un archéologue du quotidien parisien, en fait. Il survole pas, il creuse, il gratte le vernis pour révéler les couches successives, les vestiges antiques, les histoires royales, révolutionnaires. Toutes les époques. Voilà, l'empreinte industrielle. Et puis, ce point central, cette vie souterraine, qui est absolument incroyable. C'est une approche thématique et géographique aussi. D'accord. Ça nous guide des bords de Seine jusqu'aux profondeurs des carrières. Justement, parlons-en de ces profondeurs, parce que c'est peut-être ça le secret le plus fascinant, non? Le magazine y consacre son chapitre principal. Oui, c'est un gros morceau. Et quand on dit Paris souterrain, forcément on pense aux catacombes. L'idée que les restes de 6 millions de Parisiens dorment là juste sous nos pieds, ça donne un peu le vertige quand même, hein. C'est colossal, c'est vrai. Mais ce qui est passionnant, et ça le magazine le détaille très bien, c'est que les catacombes, elles sont pas nées d'une lubie morbide ou... D'un projet touristique direct. Non, pas du tout. C'est une réponse très pragmatique à une crise sanitaire majeure à la fin du XVIIIe siècle. Faut imaginer le Paris de l'époque, hein, les cimetières comme celui des Innocents en plein centre, ils débordaient littéralement. Ah oui, C'était devenu un problème de santé publique, mais criant. on imagine l'hygiène, ça devait être terrible. Exactement. Donc face à cette situation intenable, il a fallu trouver une solution radicale, vider les cimetières. D'accord? Mais la question, c'était où on met cette quantité phénoménale d'ossements. Ben oui. Et la réponse, elle était sous terre, dans les immenses galeries des anciennes carrières de calcaire. Ah, les carrières qui ont servi à construire Paris. Voilà, ce calcaire qu'on appelle lutétien, c'est la pierre même qui a servi à bâtir Paris pendant des siècles. Donc on voit là un lien très direct, très fort entre la géologie du sous-sol parisien et la gestion de la ville. Donc en quelque sorte, on a recyclé ces vies délaissées par l'extraction de la pierre, c'est un peu ça? C'est exactement ça. L'Inspection générale des carrières, qui est une administration créée en 1777, justement pour surveiller et consolider ce réseau souterrain après des effondrements assez inquiétants. Ah oui, il y avait des risques d'effondrement. Oui, oui. C'est cette inspection qui a été chargée de cette mission, mais titanesque, aménager ces kilomètres de galeries pour en faire un ossuaire municipal géant. Comment ils ont fait ça concrètement? Alors, les transferts se faisaient de nuit, dans des convois assez lugubres, j'imagine. Hmm. Et ensuite, les ossements étaient organisés, mis en scène presque, dans les galeries. Et cette mise en scène, le magazine la décrit bien, avec ses inscriptions gravées. Le fameux « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». Oui, glaçant. Ça donne une dimension presque théâtrale, philosophique, non? On découvre aussi que Nadar, le photographe, y a réalisé les toutes premières photos souterraines en 1861. Oui. Quelle prouesse technique ça devait être à l'époque. Ah mais c'était une véritable aventure technique. Nadar a dû utiliser des éclairages au magnésium, qui étaient très complexes et même dangereux. J'imagine. Et il a même dû utiliser des mannequins pour pallier les temps de pause qui étaient très longs. Le magazine illustre aussi cette organisation très méticuleuse des ossements, hein? Comment ça? Les crânes, les tibias, les fémurs, ils sont agencés pour former des murs, des motifs parfois presque décoratifs. Ce n'est pas juste un dépôt, c'est une vraie composition. Le magazine n'oublie pas non plus de parler des fameux cataphiles, ces explorateurs modernes, souvent clandestins. Ah oui, les passionnés des sous-sols. Oui, qui arpentent encore aujourd'hui ce labyrinthe interdit au public.
Et il souligne aussi l'urgence de la restauration qui est en cours. Un chantier énorme jusqu'en 2026, je crois. Oui, pour préserver ce lieu qui est unique mais très fragile, notamment à cause de l'humidité. C'est un patrimoine exceptionnel à protéger. C'est sûr. Mais il faut bien comprendre que ce Paris souterrain, ça va bien au-delà des catacombes officielles. C'est un réseau d'une complexité assez folle. Ah oui, Le magazine utilise une image que je trouve très juste, celle d'un millefeuille souterrain. un millefeuille. Oui, c'est une excellente métaphore pour comprendre comment différentes strates se sont superposées sous la ville au fil du temps. Il y a une coupe schématique dans l'article qui l'illustre très bien d'ailleurs. D'accord, un millefeuille. Comment ça s'organise alors? Quelles sont ces différentes couches? Alors, imaginez, tout en bas, la roche calcaire et les anciennes carrières. Une partie abrite les catacombes, on l'a dit, mais ces carrières, elles ont eu d'autres usages. L'article raconte que près de d'Enfer Rochereau, par exemple, un abri souterrain a servi de QG au colonel Roll Tanguy. Le chef FFI pendant la Libération. Exactement, le chef régional des FFI pendant les combats pour la libération de Paris en août 1944. C'est un lieu de mémoire de la résistance, là, caché sous nos pieds. C'est dingue de penser à ça quand on passe à d'enfer. Et au-dessus de ces carrières historiques, qu'est-ce qu'on trouve dans ce millefeuille? Alors au-dessus, où parfois ça s'entrecroise, il y a le réseau tentaculaire des égouts, Ah, les égouts de Paris. 2600 km de galeries. Immortalisés par Victor Hugo dans Les Misérables, il les décrivait comme l'intestin de Léviathan, rien que ça. Impressionnant. Puis, plus près de la surface, on a les tunnels du métro creusés dès 1900 et encore plus récents, ceux du RER qui plongent parfois très très profondément. Sans oublier tous les réseaux. Voilà, toutes les conduites, eau, gaz et les milliers de kilomètres de câbles électriques, de télécommunications. Chaque époque a ajouté sa couche technique en fait. Et la petite ceinture, cette ancienne ligne de chemin de fer qui faisait le tour de Paris, une partie est en tranchée ou en tunnel, elle fait aussi partie de ce monde un peu caché, non? Absolument. La petite ceinture, c'est une autre strate fascinante de ce Paris semi-souterrain, ou en tout cas caché, longtemps abandonné après l'arrêt du trafic. Oui, elle est restée en friche pendant des décennies. C'est ça. Et du coup, elle est devenue, comme le montre bien une photo du magazine, un refuge pour la biodiversité. Mais aussi un terrain d'expression pour le street art et d'exploration urbaine. Ce que j'adore, ce sont les anecdotes que révèle le magazine sur ces lieux souterrains. Tel est le fameux lac de l'Opéra Garnier. Ah oui, le fantôme de l'opéra. Voilà. Eh bien, il existe vraiment. Enfin, c'est pas un lac naturel, hein. Non, c'est une cuve. C'est ça, une immense cuve en béton remplie d'eau, construite à l'époque pour stabiliser l'édifice sur un terrain qui était marécageux. Une contrainte technique au départ. Et le plus fou, c'est qu'il sert encore aujourd'hui. Les pompiers de Paris s'en servent pour leurs entraînements de plongée. Incroyable, non? C'est un exemple parfait de la façon dont une contrainte technique peut nourrir une légende urbaine et rester un secret bien fonctionnel sous un monument aussi iconique. Ou la petite ceinture, justement, dont on parlait. C'est un secret qui refait surface, littéralement. De plus en plus de tronçons sont réaménagés en coulées vertes, en jardins partagés. Oui, ça revit. Ou accueillent des lieux culturels un peu alternatifs comme la recyclerie ou le hasard ludique, qui sont cités dans l'article. C'est passionnant de voir comment on redonne vie à ces infrastructures cachées. Ça illustre bien que ce secret, il n'est pas figé, il n'est pas statique. Il évolue, il est redécouvert, réinterprété. Le sous-sol parisien, c'est vraiment une mémoire vivante qui interagit avec la ville d'aujourd'hui. Bon, tout ce monde souterrain est absolument captivant. C'est clair que c'est un des points forts du magazine. Mais j'imagine que les secrets ne sont pas tous enfouis si profondément, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de la surface, des lieux qu'on croit connaître par cœur? Effectivement, le magazine explore bien d'autres facettes cachées. Le premier chapitre, par exemple, il se penche sur les secrets de la Seine. La Seine? Et on y découvre des choses assez étonnantes sur le fleuve qui a fondé Paris. Comme quoi, par exemple? Des découvertes archéologiques? Exactement. Saviez-vous qu'à Bercy, pendant des fouilles, on a mis au jour une pirogue monoxyle, c'est-à-dire taillée dans un seul tronc d'arbre, Ah oui. datant du néolithique. On parle d'il y a 4000 à 5000 ans. C'est une des plus anciennes preuves d'occupation des berges. Incroyable. Le magazine évoque aussi le pilier des Nautes, découvert sous Notre-Dame au XVIIIe siècle. C'est quoi exactement? C'est une colonne gallo-romaine du 1er siècle après Jésus-Christ qui a été offerte par les bateliers de Lutèce. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle mélange des dieux gaulois et romains. Un mélange de cultures? Oui, un témoignage incroyable du rôle vital du fleuve dès l'origine et de ce syncrétisme culturel. Ça ancre vraiment l'histoire de Paris dans une très très longue durée.
Et ce fleuve, il est au cœur d'un défi très actuel mentionné dans l'article, le rendre à nouveau baignable pour les JO 2024. Oui, après un siècle d'interdiction. C'est un projet colossal qui vise à renouer un lien plus intime avec la Seine, non? C'est un symbole très fort des efforts pour améliorer l'environnement urbain, oui. Et dans cette même veine, l'article parle de la Bièvre. Ah, la rivière perdue de Paris. C'est ça, cet affluent de la Seine qui traversait Paris, mais qui a été entièrement couvert, transformé en égout à cause de la pollution des tanneries, des teintureries. Une histoire un peu triste. Oui, mais aujourd'hui on cherche à la faire renaître, à rouvrir certains tronçons. C'est une manière de réparer un peu ce passé industriel et de repenser le paysage urbain. Et il y a même une cathédrale cachée liée à l'eau, si j'ai bien lu. Le réservoir de Montsouris? Exactement. Une structure souterraine gigantesque qui date du 19e siècle et qui est essentielle pour l'eau potable de Paris, avec des voûtes impressionnantes soutenues par des centaines de piliers, totalement invisibles sous le parc. Encore une strate essentielle et méconnue de ce Paris fonctionnel. Fascinant. Passons au monument peut-être. Le chapitre 2 s'intitule « La marque des saints et des rois ». Ah oui, les monuments épiques. On croit les connaître, mais est-ce qu'il y a encore des secrets à découvrir? Je pense forcément au chantier de Notre-Dame après l'incendie. Le magazine doit en parler, j'imagine. Absolument. Et il montre comment ce chantier exceptionnel est aussi un lieu de redécouverte des savoir-faire ancestraux. Comment ça? Les charpentiers qui reconstruisent la forêt, la charpente en chêne, ils utilisent des techniques médiévales, parfois oubliées, qu'on retrouve grâce à l'analyse des bois anciens. C'est un dialogue assez incroyable entre le passé et le présent. Et la gargouille en couverture vient de là, d'ailleurs? Oui, c'est ça. Mais le magazine rappelle aussi, et c'est crucial pour comprendre l'histoire, l'importance d'un lieu qui est juste aux portes de Paris. Vous pensez à Saint-Denis? Oui, la basilique Saint-Denis. C'est là que se trouve la nécropole des rois de France de Dagobert à Louis XVIII. Et la dernière demeure des rois. Et c'est aussi là qu'est né l'art gothique au XIIe siècle avec l'abbé Suger et sa quête de lumière. Un lieu absolument fondateur, mais souvent éclipsé par les monuments parisiens intramuros. Et il y a aussi cette histoire incroyable du palais des Tuileries, ce palais royal qui a disparu, qui fermait la perspective du Louvre. Il a brûlé pendant la Commune de 1871, mais ces pierres... Elles ont été vendues aux enchères et complètement dispersées. Le magazine raconte que des morceaux de façade se retrouvent aujourd'hui dans des châteaux en France, bien sûr, mais aussi à Berlin, et même jusqu'à Quito en Équateur. C'est fou. Un palais fantôme éparpillé aux quatre coins du monde. C'est une métaphore assez puissante de la façon dont l'histoire de Paris peut se disséminer. L'article évoque aussi les anciennes enceintes de la ville, de Philippe-Auguste à Thiers. Les murs successifs. Puis dont on peut encore voir des vestiges. C'est comme les cernes d'un arbre. Ça marque les étapes de la croissance de Paris. Après les pierres, le savoir. Le chapitre 4 explore la ville de lumière sous l'angle de la connaissance. On y parle notamment de la Bibliothèque nationale, le site Richelieu, qui a été magnifiquement rénové. La salle ovale, c'est quelque chose, hein? Un véritable temple des lettres, comme le dit le magazine. C'est l'héritage de cette longue tradition intellectuelle parisienne qui est née au Moyen-Âge avec l'université sur la montagne Sainte-Geneviève. La Sorbonne? Voilà, la BNF Richelieu, avec ses trésors, elle s'inscrit vraiment dans cette histoire séculaire. Le magazine met aussi en lumière l'Observatoire de Paris, voulu par Louis XIV. Ah oui, pour l'astronomie. Et pour la cartographie, c'est de là qu'a été défini le fameux méridien de Paris, qui a longtemps servi de référence pour cartographier la France avant que Greenwich ne s'impose. C'est toute une aventure scientifique qui a façonné notre vision du territoire. Passionnant. Et pour terminer sur une note, disons, plus légère, mais tout aussi culturelle, le chapitre 5, une capitale de bon goût. La gastronomie parisienne, elle a aussi ses secrets. Ah, mais bien sûr. On apprend par exemple qu'il y avait autrefois d'importants vignobles à Montmartre et à Belleville. Des vignes à Paris? Oui. Et l'archéologie atteste même de la production de vin dès l'époque gauloise. Aujourd'hui, les petites vignes de Montmartre, c'est un peu un écho symbolique de ça. La gastronomie, elle est vraiment ancrée dans l'ADN parisien. Jusque dans les noms de rues, rue des Boulangers, rue des Vinaigriers. Récemment inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout à fait. Un symbole du quotidien qui est élevé au rang de trésor culturel. C'est très parlant. Oui, Et pour boucler la boucle de manière assez étonnante avec notre exploration souterraine du début, saviez-vous qu'on cultive encore des champignons de Paris dans les anciennes carrières sous Paris? non, vraiment? Si. L'un des derniers champignonnistes d'Île-de-France perpétue cette tradition dans l'humidité et l'obscurité des galeries. C'est incroyable. Des champignons qui poussent là où reposent les morts et où bossaient les carriers. Décidément, ce millefeuille parisien nous réserve des surprises jusqu'au bout.
Bon, alors si on devait retenir quelque chose de cette exploration, guidée par le National Geographic, pour moi c'est vraiment l'idée que Paris est une ville infiniment plus complexe, plus profonde que ce qu'on voit en surface. Oui, C'est une sorte de livre dont chaque page tournée en révèle une autre qui était cachée juste dessous. oui, l'image du palimpseste, je crois que c'est ça qui me semble le plus juste et qui ressort vraiment de cette lecture. Un palimpseste? Oui. Vous savez, ce vieux parchemin qu'on a gratté pour réécrire dessus, mais où les traces de l'ancien texte persistent toujours un peu? Paris, c'est ça. Des couches d'histoire qui se superposent, qui s'effacent parfois, mais qui ne disparaissent jamais complètement. Le Paris secret, en fait, il n'est pas ailleurs. Il est imbriqué dans le Paris connu, il en est la profondeur, la mémoire vive. Pour qui prend le temps de chercher un peu? Ce magazine nous a ouvert des portes sur les strates du passé, c'est certain. Mais Paris ne cesse de se transformer, aujourd'hui encore. Et ça m'amène à une dernière réflexion peut-être. Mhm. Quel secret sommes-nous en train de créer aujourd'hui pour demain? Je pense aux chantiers gigantesques des Jeux Olympiques, à l'essor de l'agriculture urbaine sur les toits, ou même à l'empreinte invisible de nos vies numériques dans l'infrastructure de la ville. C'est une bonne question. Quelle nouvelle couche est-ce qu'on ajoute à ce fameux millefeuille parisien? Quels seront les secrets que les futurs explorateurs chercheront à découvrir dans 100 ou 200 ans? C'est une excellente question pour conclure, effectivement. La fabrique des secrets continue. Voilà, une pensée à méditer en arpentant les rues, ou même, la prochaine fois, en descendant dans le métro. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du Paris secret.